Développons un petit peu sur les groupes. La question qui se pose ces derniers temps, avec toute cette effervescence, au fond créative, des Gilets jaunes, mais aussi par ailleurs. Si les Gilets jaunes se sont fait vite emboîter le pas par les foulards rouges, par les stylos rouges, par les blouses blanches, c'est quand même qu'il y avait besoin d'une expression, de quelque chose du collectif qui n'était pas représenté dans des collectifs institutionnels ou officiels. Alors ce qui est reproché à ces groupes, si on élargit, si on ne parle pas que des gilets jaunes, parce que ça attise beaucoup les passions, mais si on regarde d'autres manifestations spontanées contre l'antisémitisme, enfin, il y a en ce moment une création et récréation de groupes derrière une idée ou derrière une cause plus ou moins, ou une défense de quelque chose, de valeur, d'idées. Mais bon, enfin, vous voyez bien qu'il y a une sorte de vagues successives des créations, et au-delà des thèmes qui sont portés, ce qui est intéressant, c'est de voir ce phénomène. Donc lorsque ces groupes se forment, les pouvoirs institués cherchent des interlocuteurs chez eux. Ils se disent où sont les leaders. Et donc là, on va confondre des choses. Les interlocuteurs ne sont pas les leaders, et des groupes ne sont pas forcément toujours menés. Là, il y a vraiment quelque chose de la création spontanée, et c'est très clair. C'est pas Vauquiez qui est en train de relancer les Républicains, ou c'est pas une figure non plus écologique qui reprend ce qui a été laissé complètement en friche par Hulot, mais ce sont plutôt des jeunes pour le climat, des jeunes et moins jeunes. Donc vous voyez, il n'y a pas de leader, et il n'y a pas forcément non plus d'interlocuteurs qui ne seraient pas les leaders. Les interlocuteurs des Gilets jaunes se sont avérés pas vraiment des interlocuteurs ni des leaders, mais plutôt des voix, enfin, de ceux qui ont utilisé le mouvement pour porter leur propre voix. Alors, justement, si on s'éloigne de ça, de ces schémas avec lesquels nous essayons d'appréhender le groupe, le surgissement d'un groupe et le surgissement d'un mouvement surtout, et de la force qu'il imprime, si on revient à quelque chose de plus pensé, de plus stable, de plus pérenne, puisque ça a été vérifié plusieurs fois dans différents groupes et dans différentes situations, plus ou moins spontanées, plus ou moins institutionnelles, un groupe permet essentiellement de redistribuer la charge, de redistribuer les rôles, puisque une charge va apporter ensuite, va faire que les gens vont prendre une fonction, un rôle. Et celui qui va porter la charge d'un des éléments du groupe n'est pas à l'initiative, il est en quelque sorte malgré lui désigné par le groupe, ou en tout cas il se fait, on pourrait dire manipulé, mais comme une marionnette, et là ça donne quelque chose aussi de passif, mais c'est mettant l'esprit du groupe, la dynamique de groupe, parce que c'est pas un esprit éthéré, c'est cette force qu'il y a dans le groupe qui va amener les uns et les autres à prendre leur part, chacun une part, mais qui ne leur appartient pas vraiment. On va préciser petit à petit. Donc, ce qui est un constat, c'est que dans un groupe, il y a plusieurs porteurs. Donc, le porte-parole, c'est le plus évident, le plus manifeste. Donc, c'est la fonction phorique, celui qui porte la voix du groupe, qui parle vraiment pas en son nom. Il est porté par le groupe. Voilà, c'est ça qui est important. Sur cet exemple, on le voit bien. Alors, il peut y avoir des individus qui s'élèvent dans un groupe comme porte-voix, mais qui ne le sont pas, qui ne portent que la leur.
Et donc ça a été toute cette succession des leaders ou faux leaders des Gilets jaunes qui ne l'étaient pas, hein, qui ont apparu et disparu. Hein. Mais il y a des personnes au sein de ces groupes qui vraiment portent la voix. Pas forcément pour l'instant vers l'extérieur, mais à l'intérieur du groupe. Ensuite, une autre fonction assez visible aussi, en quelque sorte, c'est le porte-symptôme. Ça pourrait être le boxeur, par exemple. Hein. Ben, cet homme, il a mené une vie, il a développé avec la boxe une façon de travailler, de sublimer sa violence et autres. Et il s'est trouvé pris dans ce mouvement, on peut penser, puisqu'il en est le symptôme. Il est un peu le représentant de cette violence contenue et lâchée. Et lâchée, il pensait qu'il y avait des règles, qu'on était là pour se cogner avec les CRS. Et puis bon, aujourd'hui, ben, il écope d'une peine de prison. Et on voit bien que c'est un symptôme. Il porte un symptôme du groupe et les règles du jeu n'étaient pas du tout celles qu'il pensait, même s'il défend une femme. Enfin, après, on rentre dans le détail des argumentaires, des faits réels ou pas réels ou imaginés. Mais en tout cas, il s'est trouvé à un moment incarné le symptôme du mouvement. Il y a les porte-rêves ou les, on va dire, dans un petit groupe c'est un, mais bon, dans un grand groupe comme il se passe aujourd'hui, avec à chaque fois ça réunit des milliers de personnes, il y a plusieurs porte-rêves. Et donc ceux-là, ils sont dans l'imaginaire complet. On le voit aussi beaucoup chez les Gilets jaunes, le côté complètement irréaliste de leur vision du monde. Donc ça s'est porté par certaines personnes particulièrement. Et il y a des porteurs d'idéaux aussi, puisqu'après il y a aussi le fait que le groupe réunit différentes sensibilités et porte des idéaux différents et les cumule. Et il y a aussi ceux qui sont, ou celui qui est porteur de salut, ceux par lesquels on va trouver rédemption, les Gilets jaunes concrètement, mais d'autres mouvements aussi, celui du climat, qui est plus socialement accepté, se cherche pour savoir, enfin, par où trouver la solution, par quelle personne, quelle personne singulier au pluriel vont vouloir trouver une issue, que ce mouvement soit pas simplement une énergie, mais qu'il génère quelque chose, des résultats, un changement. Et il y a aussi le porteur ou les porteurs de mort, ceux qui sont destructeurs. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font tel groupuscule, par exemple ces groupuscules de haine et autres, sont ceux qui portent la mort, la destruction. Ils vont gangréner le groupe et ils vont aussi répandre la destruction autour d'eux. Donc vous voyez, et ce sont des personnes vraiment qui se sont trouvées là, à ce moment-là, et voilà, et la personne qui a été interpellée pour antisémitisme, elle est probablement aussi victime que les victimes qu'il adresse. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de devenir porteur d'un aspect, d'un fragment du groupe, sans en être forcément le représentant. Alors on peut imaginer une affinité, mais il y a quand même quelque chose de se faire happer, de se faire prendre par le groupe. Voilà. Et donc, c'est ce thème que je voudrais aborder le 14 avril, non, pardon, 14 mars, en petit groupe, pour ceux qui voulaient nous rejoindre, pour pouvoir se poser la question. Vous ne la posez pas tout seul, non, il faut vraiment se mettre dans une situation de groupe et pouvoir travailler ensemble. Comment, enfin, quelque chose de l'ordre... moi parmi les loups, en quelque sorte. Enfin, qu'est-ce que je deviens? Parce qu'un groupe, c'est une meute, un groupe, c'est un troupeau. Et donc, qu'est-ce que je deviens, moi, dans un groupe? Donc, c'est la première question que j'aimerais qu'on puisse se poser ensemble. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur les groupes. Et puis, donc, je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Ciao.